Anis Lawiti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans cet épisode de Science Num. Pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, Science Num, c'est le podcast de Télécom Sud Paris. On vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recherche dans le domaine du numérique. Alors, on a envie de mieux vous connaître. Vous êtes qui ? Vous êtes passé par où avant d'être ingénieur à Télécom Sud Paris ? Je m'appelle Anis Lawiti, je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Je suis ingénieur de formation. Donc, j'enseigne à Télécom Sud Paris. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'École nationale des sciences de l'informatique de Tunis. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master à l'Université de Versailles et j'ai fini par faire une thèse de doctorat à l'INRIA Rocancourt où j'ai travaillé sur des réseaux de communication, sur réseau mobile ad hoc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier vraiment ? En fait, tout ce qui est communication et communication à distance, communication sans fil, communication vidéo, audio, tout en étant mobile, en fait, ce sont des choses qui m'ont fasciné quand j'étais gamin. Comme tout gamin, on est attiré par les séries et les films futuristes qui dessinaient à l'époque le monde de demain. À l'époque, voir dans ces séries-là des gadgets permettant de passer des communications avec une espèce d'une petite montre vidéo tout en étant mobile. Donc c'était quelque chose de fascinant pour moi. C'est ce qui m'a attiré petit à petit vers le monde technologique et je voulais travailler dans un domaine de pointe. Et rien de mieux que de travailler dans la recherche dans ce cas-là. On peut laisser libre cours à sa création et s'intéresser à des domaines futuristes. Alors, Anis Lawiti, vous vous intéressez à pas mal de sujets, mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est vos recherches sur les drones. Sur quoi travaillez-vous plus précisément ? Au début de ma carrière de chercheur, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux communications pour le réseau ad hoc mobile. Durant ma thèse, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration d'un protocole de routage qui s'appelle OLSR. Par la suite, je me suis intéressé à des problèmes de communication, mais cette fois-ci pour les réseaux véhiculaires. Les réseaux véhiculaires, ce sont les réseaux qui permettent la communication entre voitures mobiles. Je ne vais pas dire voitures autonomes, mais ce type de réseau, il est caractérisé par une forte mobilité. J'ai continué mon évolution, si vous voulez. Depuis quelques temps, je m'intéresse maintenant à des problématiques de communication, et cette fois-ci pour des réseaux de drones. Et donc, les réseaux de drones sont des réseaux de communication qui ont leurs propriétés aussi et qui sont différentes des propriétés des réseaux véhiculaires et puis des réseaux mobiles ad hoc. On va évoluer dans un monde plutôt en 3D. La mobilité n'est plus contrainte comme dans le cas des voitures. Mais par contre, on a d'autres types de contraintes. Là, c'est pratiquement 3 familles de réseaux mobiles ad hoc, mais chacune a sa caractéristique. Et alors, quels sont les objectifs de vos recherches sur les drones ? Il y a plusieurs problématiques, si vous voulez. Nous, on a choisi une problématique assez intéressante qui nous permettrait de coordonner les déplacements des drones en essaim, pour les experts, les swarms, pour se déployer et puis aussi pour relayer des messages des uns vers les autres et permettre d'avoir une communication entre les différents membres. Un autre scénario aussi qui nous intéresse particulièrement est le cas de figure où on n'aura pas le nombre suffisant de drones afin de pouvoir couvrir une surface étendue. Là, on imagine un scénario post-catastrophe naturelle où l'infrastructure elle va se retrouver détruite. Et malgré tout, on souhaiterait offrir un système d'échange de données entre plusieurs sites. Nous ne pouvons pas être couverts par la radio. Donc l'idée, c'est d'utiliser des drones, mais cette fois-ci comme des facteurs, si vous voulez. Et ces facteurs vont se déplacer et aller collecter les données d'un site pour les acheminer vers un autre site. Donc c'est à nous de gérer et de programmer les itinéraires des différents drones. Donc les drones, nouveaux facteurs de demain, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer ? Nous, on cherche à optimiser les itinéraires, c'est-à-dire essayer de minimiser le nombre de drones utilisés tout en réduisant la distance parcourue et le temps nécessaire détourné à effectuer. On va calculer les itinéraires que les drones vont parcourir. On va prendre en compte les différentes contraintes, notamment les contraintes d'énergie, qui est un facteur très important pour les drones. Et comment vous vous y prenez pour arriver à la meilleure solution en fonction des différentes configurations que vous rencontrez ? En fait, nous, dans nos travaux,
On a procédé par une modélisation. On a formulé notre problème comme un problème d'optimisation multi-objectif qui va permettre la prise en compte des requêtes d'envoi des données entre plusieurs sites. À la suite de cette formulation, nous avons utilisé des méthodes d'algorithmes génétiques pour pouvoir le résoudre et essayer d'aboutir vers la meilleure solution. Alors, comment on procède ? C'est qu'on part d'un ensemble de solutions possibles et puis après, petit à petit, on va essayer d'améliorer ces solutions-là tout en déroulant ces algorithmes génétiques. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer pour nos auditeurs ce que c'est qu'un algorithme génétique ? Oui, très bonne question. Alors, les algorithmes génétiques, en fait, ce sont des algorithmes qui s'inspirent de la nature, et se basent, si vous voulez, sur la théorie de l'évolution des espèces. Pour ces algorithmes, on va considérer une population qui va être constituée d'un ensemble d'individus. Et en fait, comme dans la nature, on va essayer de garder les individus les plus adaptés à leur environnement. Et ce sont ces individus qui vont survivre, ils vont transmettre leur patrimoine génétique à leurs descendants. Et donc du coup, pour nous, pour résoudre notre problème, on va partir d'une population aléatoire qui va être composée d'un ensemble d'individus. Alors un individu, c'est quoi ? C'est une solution possible, si vous voulez, mais qui n'est pas forcément optimisée. L'idée par la suite, c'est, comme dans la nature, on va procéder à des croisements. Et de génération en génération, on va avoir de nouveaux individus qui vont apparaître. Et comme dans la nature, c'est uniquement les individus les mieux adaptés qui vont survivre et qui vont transmettre leur patrimoine génétique vers leur descendance. Alors après, il y a des opérateurs qui sont appliqués, tels que la mutation, en plus de croisement que je viens de décrire. On va appliquer des mutations sur les gènes des individus, et justement pour faire entrer plus de variété. Et donc, comme je l'ai dit, on va garder les meilleurs individus valides. C'est eux qui vont représenter les meilleures solutions à notre problème. Alors, ce processus, en fait, il peut demander un très grand nombre d'itérations et un temps de calcul important. Et nous, dans nos travaux, on effectue les calculs d'une manière centralisée. Et justement, est-ce que ces calculs vous ont amené à faire des expérimentations sur le terrain ? Dans nos travaux, ici, on se limite à des études théoriques, si vous voulez. On procède à des modélisations. Et donc, on aimerait bien passer à l'étape suivante qui va être le proof of concept. C'est de concevoir des vrais prototypes qui implémentent nos algorithmes pour pouvoir les tester dans la vie réelle, en fait. Est-ce que ce type d'étude peut intéresser le secteur privé ? Effectivement, nos travaux peuvent intéresser également les entreprises. Par exemple, les entreprises qui souhaitent collecter et acheminer des données entre plusieurs sites inaccessibles par voie terrestre. Qu'est-ce que j'entends par collecter les données ? C'est-à-dire on peut avoir un ensemble de capteurs déployés à des endroits particuliers. Et l'idée par la suite, c'est que ces drones vont survoler ces zones-là, vont récolter les données et éventuellement décharger d'autres données. On peut imaginer qu'on reprogramme ou bien qu'on installe de nouveaux paramètres pour ces capteurs. Et donc, des entreprises de ce type-là, ils peuvent exploiter les résultats et les modèles qu'on développe. On peut penser aussi à toutes les entreprises qui sont en relation avec tout ce qui est logistique et qui offrent des services de livraison en utilisant un ensemble de drones. Ça veut dire qu'une entreprise spécialisée dans la logistique ou la livraison pourrait s'approprier vos modèles facilement ? Oui, pourrait s'approprier les modèles et nous, on est ici pour les accompagner aussi. Donc, je pense que certainement, au cas par cas et en fonction des scénarios, il va y avoir des spécificités pour chaque application. Et là, on peut intégrer dans nos modèles les différentes contraintes pour chacune de ces applications. Anis Lawiti, les drones, c'est le futur, mais c'est déjà le présent. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? De plus en plus de drones vont nous envahir, entre guillemets, dans vraiment plusieurs domaines. Sans parler du domaine militaire, mais il y a plusieurs applications civiles. On aura certainement un développement fulgurant des drones. Plus particulièrement, les groupes de drones, les essaims de drones, les swarms de drones, qui vont être programmés pour accomplir une tâche commune et répondre aux besoins de notre vie quotidienne au futur. Si demain on vous donne un budget supplémentaire, vous en faites quoi ? Très bonne question. Donc, personnellement, j'aimerais bien continuer dans ce domaine, mais développer des travaux de recherche afin d'intégrer tout ce qui est intelligence artificielle, le contrôle et la coordination des itinéraires de ces groupes de drones, parce que demain, ils vont être hautement autonomes et auto-organisés.
Demain, les drones décideront d'eux-mêmes leur action, la coordination. Ils vont s'adapter aux conditions du terrain d'une manière réactive, et ceci dans le but d'accomplir diverses tâches qu'on leur a données. Ça, c'est le projet que je souhaite explorer. Mais après, j'aimerais bien aussi à chaque fois passer par du vrai prototypage, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on passe par un prototypage réel et des essais sur le terrain. Et ça nous permet souvent de revoir nos solutions, nos protocoles, nos propositions pour mieux les adapter au monde réel. Anis Lawiti, merci pour cet entretien passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 2e numéro de Science Num, une émission soutenue par le Carnot Télécom et Société Numérique. Un épisode que vous retrouvez sur le site de Télécom Sud Paris et sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur Instagram et sur Twitter avec les identifiants Télécom Sud Paris. Pensez à liker, mettre une note, partager. Rendez-vous dans le prochain épisode, La tête dans les nuages avec Pierre Suttra. Il est expert en stockage et calcul dans le cloud.